Eh bien, mesdames, messieurs, bonjour. Merci d'être venus sur le stand de White Int pour cette deuxième conférence du salon Millipol sur l'intérêt de la formation en police technique et scientifique. Ma première question sera, ou ira à l'égard d'Étienne Biamonti. Je voudrais savoir quelle est la place de la police technique et scientifique au sein du continent africain et du Cameroun en particulier. Est-ce que vous pouvez développer un petit peu ce point qui est très intéressant pour l'ensemble des spectateurs? Ça. La police scientifique et technique est un domaine très crucial, important, je pourrais même dire névralgique pour l'administration de la preuve au Cameroun et dans l'Afrique en général. Sur cette thématique peuvent naître 3 points. Le premier point que nous pouvons développer ici, c'est de voir si nos pays africains permettent de remonter les preuves en matière de police scientifique et technique. Le deuxième point peut être au niveau des institutions, s'il y a une réglementation qui a été faite là-dessus. Et le troisième point, ce sont les difficultés que nous rencontrons dans nos différents pays en matière de police scientifique et technique. Alors, sur le premier point, oui, la police scientifique et technique est connue au Cameroun. Déjà, au niveau de l'école internationale de forces de sécurité, il y a 2 pôles, le pôle d'ordre public et le pôle d'ordre judiciaire. Dans le pôle d'ordre judiciaire, il y a justement cette police scientifique qui est déjà enseignée aux policiers et aux gendarmes. Mais maintenant, à côté de ça, ce pôle est chapeauté par le général Bitoke Jean-Patrice, avec son adjoint qui est un commissaire divisionnaire, qui est Tom Cécile Oyono, qui forme les policiers et les gendarmes dans la police scientifique et technique. Au niveau des institutions, oui, il y a une réglementation qui a déjà été faite là-dessus, puisque on a, je pourrais subdiviser aussi cette question parce qu'elle est très importante. Alors, on a le domaine criminalistique qui est ici géré ou alors qui nous permet d'étudier la question sur l'angle technologique. Parce que dans la cybercriminalistique, on a l'antique qui développe les preuves en matière criminalistique, cybercriminalité et tout ce qui va avec. On a la police en elle-même, la gendarmerie au niveau du CED, qui aussi collecte des données, des traces, des indices sur des scènes de crime. Mais malheureusement, encore sur ce point, on a des limites. D'où nous avons sollicité notre partenaire WhatIn, parce qu'en matière de prélèvement des indices, il y a encore beaucoup de travail à faire. Nos gouvernements ont déjà beaucoup fait, mais il y a encore beaucoup de travail à faire. Alors, au niveau de l'Afrique centrale, parce que nous avons été au Rwanda, nous avons vu que le président rwandais, son Excellence Paul Kagame, a inauguré dernièrement un laboratoire en police scientifique et technique dans la ville de Kigali. Et après cela, on a créé un institut de formation en sciences et médico-légales. Au niveau du Nigeria aussi, oui, il y a des formations. C'est encore l'Afrique francophone, je peux le dire ainsi, oui, qui est un peu en retard. Oui. Ouais, l'Afrique francophone qui est un peu en retard. Mais l'Afrique anglo-saxonne sont un peu d'avance, quand même chez nous. Alors je pense que les anglo-saxons ou l'Afrique anglo-saxonne, oui, est plus portée peut-être par les États-Unis ou par nos amis de Grande-Bretagne. Justement, parce qu'ils sont plus portés par nos amis des États-Unis et de la Grande-Bretagne, parce qu'il y a une société américaine, oui, IFSIC, qui fait des formations en sciences criminalistiques. Il y a aussi déjà l'avantage que ces pays ont. Il y a déjà l'enseignement en sciences, en police scientifique et technique auprès des universités.
ce que nous n'avons pas encore dans nos pays francophones, je peux le dire. Alors j'ai envie de dire, c'est presque une bonne pratique qu'il conviendrait de prendre en compte au niveau des sociétés francophones qui viendraient en Afrique francophone, en Afrique de l'Ouest. Alors justement, Monsieur le Président, quel est l'apport de la société Wine Int en matière de formation, et notamment, bien évidemment, sur le continent africain? Effectivement, Wine Int intervient généralement dans la sécurité, pour la sécurité intérieure et la justice des gouvernements. Dans ce cadre, elle a des fonctions, elle a des apports qui sont notamment tout ce qui est conseil, accompagnement et formation dans l'ensemble des produits que nous fournissons au gouvernement africain. Et notamment de la formation au niveau des pôles judiciaires que nous mettons en place, qui sont composés de laboratoires criminalistiques comme l'ADN, la balistique, les empreintes digitales, etc. Et c'est vrai que la formation, c'est de l'humain au cœur quand même du dispositif et de la chaîne de valeur que l'on met en place. Et c'est aussi un point très important dans la satisfaction du client qui, bien sûr, ne pourra utiliser ces produits d'une façon importante que s'il a été très bien formé. Donc ça, c'est la partie formation par rapport aux solutions que l'on développe. Et puis, ça Didier en parlera un peu plus que moi, mais on a aussi une formation initiale qui est dispensée à Lorient, dans un centre de formation que nous avons créé, et là qui forme des élèves, notamment qui ont pour vocation de rentrer dans la police ou la gendarmerie, dans la police technique scientifique, mais également des gendarmes ou des policiers africains qui viennent compléter leur formation chez nous. Ces stages durent 1 an, quasiment. C'est un bachelor qui est sanctionné par un diplôme universitaire et avec une formation théorique, une formation pratique importante, puisque en pratique, avec l'autorisation du procureur, on peut même faire assister à nos élèves à des autopsies réelles. Ils font du tir réel aussi pour les laboratoires de balistique. Pardon. Et puis même des scènes subaquatiques pour des scènes de crime sous l'eau. Donc, mais ça, Didier va en parler un peu plus en détail que moi. Merci. Mais avant de passer la parole à Didier Saunois, je voudrais revenir avec monsieur Étienne Camerouni. Je voudrais savoir quelle est aujourd'hui, par exemple, on va prendre l'exemple du Cameroun, comment se passe la formation en police technique et scientifique des intervenants de premier niveau, vous l'avez évoqué tout à l'heure. Comment ça se passe concrètement aujourd'hui en termes de formation, actuellement? En termes de formation, au Cameroun, nous avons, comme je vous disais tout à l'heure, l'École internationale de forces de sécurité qui forme des praticiens en police scientifique et technique qui est différent de la police et de la gendarmerie parce qu'il y a une unité uniquement qui est dédiée à la police scientifique et technique. Alors, ces experts en police scientifique et technique opèrent sur toute l'étendue du territoire du Cameroun. Alors, ils sont formés dans le prélèvement, la collecte, l'analyse et l'identification dans les différentes scènes de crimes que nous avons, tant physiques que numériques. Mais le volet numérique est un peu plus développé parce que nous avons au sein de la police scientifique et technique des partenariats ou des coordinations parce que la police travaille en coordination avec l'Agence nationale des télécommunications qui fait un travail remarquable au niveau de la cybercriminalité, le traçage, la détection, prélèvement des indices, des traces dans le monde numérique. Et c'est vraiment très intéressant. Maintenant, au niveau des policiers et du personnel, il y a l'État ici a deux types de personnes conformes. Il y a des personnes qui sont déjà intégrées dans la police, et qui peuvent être des policiers, des gendarmes. Il y a aussi le personnel militaire, qui sont des civils, mais qui travaillent aussi en collaboration avec l'État. Il y a aussi la Chambre nationale, les experts comme nous, qui apportons notre aide pour
pour cet édifice, pour la construction, pour la formation des experts dans la police scientifique et technique. Et donc, Didier Saunois, avez-vous travaillé sur le continent africain et qu'avez-vous apporté comme expertise, entre guillemets, comme savoir à nos amis enquêteurs de police et de la gendarmerie des pays d'Afrique? Donc, en effet, j'ai passé à peu près ces 10 dernières années à parcourir un petit peu l'Afrique pour des formations essentiellement et des audits justement de la chaîne criminalistique de tous les pays que j'ai rencontrés. Je voudrais rebondir un petit peu ce que disait Étienne tout à l'heure sur le constat qu'il fait entre les pays francophones et les pays anglophones. Oui. En effet, les pays anglophones sont souvent en avance, mais il faut savoir aussi que la criminalistique repose beaucoup sur les fondamentaux que les Anglais ont posés. Aujourd'hui, la criminalistique, on se base, enfin, on prend en modèle quand même les anglo-saxons sur ce qu'ils font. Un exemple tout bête, la vague de ratissage que l'on met en place, où on voit les techniciens qui avancent d'un pas, qui se baissent, qui ramassent les indices. C'est les Anglais qui ont mis ça au point. Et effectivement, c'est une façon de travailler qui est très bonne. Donc, il faut savoir aussi prendre ce qui se fait à l'étranger et ce qui se fait de bien. Ouais. Ce sont toutes les bonnes pratiques que l'on doit récupérer et mettre en œuvre après à notre profit. Considérant que finalement, la police judiciaire, elle est aujourd'hui... les méthodes sont internationales dans la mesure où on fait face à une criminalité également internationale. Bien sûr, bien sûr. Puis il y a des échanges qui se font entre les scientifiques de tous les pays dans ce domaine-là. On parlait des pays donc anglophones. On prend par exemple l'Afrique du Sud. L'Afrique du Sud est très en avance en police technique et scientifique. Le Kenya. Le Kenya aussi très en avance. Je dirais que c'est les deux pays vraiment pilotes en Afrique en matière de criminalistique pour les pays anglophones. Après, pour les pays francophones, le constat il est un peu différent parce qu'on a quand même une différence entre les pays qui sont bien en avant, enfin qui sont un peu plus en avance que d'autres. Je pense par exemple à la Côte d'Ivoire ou au Sénégal. Ce sont des pays qui sont un petit peu à la pointe par rapport au reste de l'Afrique. Mais, de l'Afrique de langue française, enfin francophone francophone. Oui. Après, on s'aperçoit quand même que ces dernières années, là, ces 2-3 dernières années, ça bouge, et ça bouge bien dans tous ces pays-là. Et on sent qu'il y a une volonté de remonter et de former les gens en criminalistique. Alors, ce que Étienne disait tout à l'heure, qu'il y avait un problème de formation, oui, de matériel en dotation, c'est vrai, mais c'est bien aussi ces pays qui achètent du matériel, qui achètent de la haute technologie. Mais s'il n'y a pas la formation qui va en amont, qui va avec, ouais, ça ne sert absolument à rien. C'est comme le pays qui va mettre un laboratoire en place. Si en dessous, il n'y a pas une chaîne criminalistique, s'il n'y a pas des techniciens pour ramasser les indices, s'il n'y a pas les premiers intervenants, le laboratoire ne servira à rien. Ouais. Et bien pour la formation, c'est exactement pareil. Il va falloir former, bien sûr, les premiers intervenants, les techniciens et les ingénieurs de laboratoire. Alors, et la société White prend en compte l'intégralité de cette formation. Tout à fait. Voilà, sur l'ensemble du spectre et sur l'ensemble de la chaîne. Vous parliez tout à l'heure, Jacques, du bachelor qu'on a ouvert. Alors, ce bachelor, donc, c'est un diplôme universitaire, bachelor en sciences forensiques, qui est en lien avec l'université CY ouais, de Pontoise, qui valide donc ce diplôme universitaire. Et aujourd'hui, on est logé, on est reçu dans un groupe scolaire qui nous permet de pouvoir intervenir avec un terrain de jeu important, puisqu'on a à peu près 3 hectares sur lequel on peut reconstituer des scènes de crime, etc. Jacques a évoqué tout à l'heure le fait qu'on puisse faire de la balistique. Ouais. Donc effectivement, on les amène sur un stand de tir, on les fait tirer, on fait de la trajectographie laser sur le tir, on récolte les résidus de tir. Ensuite, on les amène effectivement faire une scène de crime subaquatique, on les amène au large de l'Orient, au pied de l'île de Groix, pour ceux qui connaissent. Ouais, et là, on reconstitue une petite scène de crime au fond de l'eau. Et on les équipe, on les fait plonger. Et bon, il y en a beaucoup, c'est leur premier baptême, hein, bien sûr.
Mais c'est quand même très intéressant de voir comment ça se passe et qu'il y a aussi, il n'y a pas que la criminalistique sur terre, mais ça existe aussi en mer et Oui. sous l'eau. Et on l'a vu dans des enquêtes récentes. De mémoire, c'est la gendarmerie nationale qui a une unité en région parisienne qui gère ce genre de problématiques. Oui, bien sûr. La police aussi sur la Seine, hein, voilà. Mais c'est vrai que la gendarmerie est beaucoup plus développée en matière de scènes de crimes subaquatiques. On a vraiment des spécialistes et on a d'ailleurs une école dans le sud de la France qui forme justement les techniciens de scènes subaquatiques à Antibes. Voilà. Alors, Jacques, j'avais une question pour vous. Comment les centres de formation sont-ils validés? Par exemple, en Bretagne, est-ce que je pense que vous avez des autorisations qui vous ont été données par l'État pour assurer ces formations? Oui, alors ce que je peux préciser quand même, c'est que grâce à l'expertise et à l'expérience de Didier, par exemple, le pôle formation que nous avons mis en place à Lorient, je pense que c'est un pôle assez unique en France dans le domaine de la police technique scientifique. Et évidemment, ces pôles de formation doivent avoir accréditation et validation un petit peu de l'État pour pouvoir exercer ces formations-là. Mais je pense qu'aujourd'hui, à ma connaissance, il n'y a pas d'équivalent en France en termes de formation de police technique scientifique. Donc vous avez mis en place une structure. Est-ce que vous envisagez de faire évoluer cette structure en France, mais également à l'étranger? Oui, alors en France, à Lorient, évidemment, aujourd'hui, on s'appuie par exemple sur un groupe scolaire Saint-Joseph qui nous accueille pour faire nos formations. Et bien sûr, on envisage de créer notre propre infrastructure d'accueil, puisque pour accueillir aussi des élèves étrangers qui viennent d'Afrique, il faut pouvoir les loger. Enfin, il y a toute une logistique à mettre en place qui aujourd'hui est un peu compliquée. Et donc, on va s'occuper nous-mêmes de ces infrastructures. Et remédier bien à tout sûr, ça. mais les formations que l'on fait en Afrique sont essentiellement le prolongement des installations qui sont mises en place là-bas. Voilà. Qui sont mises en place donc dans les États. Et bien sûr, il y a une formation dans les pays africains auprès des gouvernements. D'accord. Et alors, quelles sont vos relations? À qui faut-il s'adresser quand on doit faire une formation? Est-ce que c'est l'administration concernée qui vient vers une société privée, ou est-ce que c'est la société privée qui va proposer ces solutions, et surtout à qui? Quel est le point d'entrée en fait? Donc, effectivement, en général, on a des demandes quand même de la part des gouvernements qui prennent connaissance de ce que l'on fait déjà au Sénégal ou ailleurs. Et bien sûr, on a aussi des actions commerciales en Afrique. Mais la réputation de Didier, par exemple, fait que les gouvernements viennent assez naturellement chez nous. C'est un peu le bouche à oreille. Oui, alors c'est vrai que j'ai beaucoup travaillé sur l'Afrique, mais j'ai aussi beaucoup travaillé avec Interpol, puisque je suis expert senior en criminalistique pour Interpol et pour l'UNODC. Donc j'ai fait beaucoup de missions pour ces gens-là, et ce qui a fait que déjà l'étiquette Interpol fait qu'on est un peu reconnu. Voilà. Voilà. C'est vraiment international. Oui, tout à fait. Et puis il faut aussi, il faut pas se mentir, il ne faut pas en rougir. En France, on a quand même un aura, on a quand même une connaissance de criminalistique qui est quand même reconnue à travers notamment sur le continent africain. Alors justement, cette formation au Cameroun, par exemple, comment s'est passée la formation de premier niveau avec la société Whiting, avec Didier en quelque sorte? Alors, nous avons commencé à travailler avec Whiting depuis un certain nombre d'années. Nous avons même déjà eu les apprenants qui sont intéressés parce que ce qui est intéressant, c'est que nous avons eu des colonels au sein du ministère de la Défense qui sont intéressés. Nous avons eu des officiers qui sont intéressés de venir poursuivre des formations
en France. Nous avons eu aussi les civils qui sont aussi intéressés parce qu'aujourd'hui, avec la mondialisation du crime, c'est toutes les couches de la société qui sont indexées ici, qui peuvent contribuer à construire un pays. Et aussi la Chambre nationale des experts criminels qui est intéressée, qui a pris contact avec M. Didier. On pense qu'il y a déjà quand même beaucoup d'avancées là-dessus pour des formations en France et au Cameroun. Et pour la continuité du service public, on a pensé qu'on pouvait aussi intégrer les magistrats. Parce que pour former, pour rendre une bonne justice, il faudrait que les magistrats soient aussi formés ou alors aient au moins une idée de ce qui se passe dans la science, la police scientifique et technique. Est-ce que vous avez, à partir du moment où on assure une formation, donc Whiting assure la formation avec un certain nombre d'élèves, comme Étienne, vous venez de l'exposer, est-ce que derrière on a, par exemple, j'ai presque envie de dire des points relais? La gendarmerie nationale française apprécie beaucoup d'avoir, je dirais, dans des points de vente, en quelque sorte, pour dépanner les enquêteurs. C'est-à-dire, en fait, ils ont été formés et ce sont des points relais. Est-ce que vous avez ce type je dirais, de structure? Parce que Whiting peut ne pas être là, hein, ou eh bien, est-ce qu'on a quelqu'un sur place qui peut apporter, je dirais, la bonne parole de Whiting vers les utilisateurs? Oui, c'est aussi une très bonne question. Alors, nous allons dire que dans ce domaine, nous sommes en train de travailler avec Whiting et d'ici peu, nous aurons un très bon relais au Cameroun. Et il y a même déjà eu nous avons déjà été annoncés au Cameroun pour rencontrer un certain nombre de responsables, naturellement au ministère de la Justice. Où nous allons voir dans les jours à venir. Une question pour Didier. Qui sont les formateurs en France? Ce sont des policiers, des gendarmes? À qui faites-vous appel? Est-ce que c'est vous-même qui établissez les programmes, par exemple? Quel est le volume de ces programmes et qui intervient? Alors, en fonction des apprenants, en fonction des demandes, effectivement, on va mettre les bonnes personnes en face pour pouvoir dispenser les cours. Alors, on travaille beaucoup avec des anciens policiers, anciens gendarmes, des gens qui, si possible, ont une connaissance de la police judiciaire, bien évidemment, et surtout des techniciens d'identification criminelle ou techniciens de scène de crime pour la police. C'est important d'avoir des gens de terrain qui connaissent bien et qui puissent apporter aux apprenants un retour d'expérience également. Et ça, c'est important. Et notamment dans ce bachelor, on fait intervenir donc des anciens policiers, anciens gendarmes, mais on a également des experts privés qui interviennent. On a notamment en incendie, on a un cabinet qui est expert près de la cour d'appel de Poitiers qui intervient. Et ce sont des gens qui ont aussi des connaissances en criminalistique et qui aujourd'hui récupèrent quasiment tous les gros dossiers au niveau de l'instruction sur les incendies. En accidentologie routière, c'est aussi une demande très importante qu'on a en France, par exemple des cabinets d'avocats, parce que il se trouve qu'aujourd'hui, on a un petit souci au niveau des constatations qui sont faites par les services de police et de gendarmerie. On retrouve, les photographies sont de plus en plus de mauvaise qualité et il n'y a plus de croquis. Et du coup, nos experts ne peuvent plus travailler parce qu'ils n'ont pas de croquis. Et ça, c'est quelque chose sur lequel on met le doigt en permanence, notamment en Afrique, en leur disant attention, faites de bons croquis pour pouvoir faire de l'expertise derrière, c'est important. Et là, on a aussi des experts inscrits auprès des cours d'appel qui interviennent auprès de nos apprenants. Vous leur apprenez à vos élèves à établir les rapports de constatation? Évidemment, ça fait partie intégrante de ce que l'apprenant doit savoir. C'est pas le tout de faire des constatations. On va passer une journée à faire des constatations, mais derrière, il y a une semaine de rédaction. Ouais. Hein, entre les plans, les croquis, les réquisitions, etc., les investigations. Il y a énormément de choses à faire. Et donc, oui, il y a beaucoup de procédures. Et on a mis d'ailleurs au point un logiciel de procédure à l'image de ce qui existe dans la police ou la gendarmerie aujourd'hui. Le logiciel de rédaction de procédure de la gendarmerie nationale, le LRGPN, que tout le monde connaît. Et on l'a mis au point également, spécialement pour les pays africains, et on le décline dans toutes les langues. Alors,
dans ces textes, dans ces rapports, quand ils sont établis, on fait référence au droit, c'est-à-dire à des articles du Code de procédure pénale. Lorsqu'on a des élèves qui viennent d'États différents, comment vous procédez? Alors, on a la chance que dans tous les pays francophones, le droit repose sur le droit français. Et c'est bien souvent le code qui date de Napoléon, qui a été repris en Afrique. Donc, du coup, c'est beaucoup plus simple à travailler dans les pays francophones pour nous. Maintenant, ceci dit, même dans les pays anglophones, on peut très bien le faire et on adapte le logiciel avec le code de procédure du pays. Donc, vous avez une intervention qui se fait, Jacques, depuis, je dirais, de A à Z, quoi. On prend la scène de crime et on va jusqu'au bout avec la formation, etc., et tout ce qui va accompagner. Oui, tout à fait. Notre intervention démarre d'un rôle de conseil qui est quand même très important, puisqu'il faut pouvoir organiser la mise en place de ces pôles criminalistiques à l'accompagnement global de la solution, et avec surtout une formation adéquate en fonction de ce que l'on met en place, en s'appuyant sur des experts comme Didier, qui est connu, reconnu en Afrique dans tout ce domaine. Et effectivement, c'est un peu notre ADN, cette formation aujourd'hui dans le cadre des pôles judiciaires et criminalistiques. Merci. Nous arrivons au terme de cette table ronde, mais je voudrais vous laisser la parole avant que le rideau ne tombe. On va commencer par Étienne. Monsieur Biamondi, qu'avez-vous à dire à la fin de cette table ronde? Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter? Oui, naturellement, nous souhaiterons continuer à coopérer parce qu'à l'heure de la mondialisation du crime, on constate que beaucoup des sociétés ou alors beaucoup des États font face à un crime qui est de plus en plus grandissant. Il est peut-être important, pas peut-être, il est même très névralgique et important de travailler en coopération avec les différents États pour qu'on puisse ici détecter et identifier les différents criminels dans les différents États, parce qu'on a remarqué que ce soit sur la scène physique, comme le disait le président tout à l'heure, ou alors aquatique, ou dans la cybercriminalité d'espace Internet, on remarque que parfois les criminels ne sont pas dans le pays de résidence où le crime a été effectué. Et puis mener des enquêtes, ça demande beaucoup de temps au niveau administratif, procédural et tout. Alors il faudrait qu'une coopération qui permet de faciliter cette approche-là, parce qu'au fur et à mesure que nous laissons le temps aux criminels, ils ont une longueur d'avance sur nous. Ils mettent beaucoup de moyens, beaucoup d'efforts, ils voyagent. Ils ont l'argent. Ils ont l'argent. Et puis ça devient difficile d'identifier le criminel parce qu'il peut changer d'un pays à un autre. Absolument. Il peut changer d'identité, il peut changer de nationalité, de visage et tout, avec les logiciels et tout. Donc il faudra vraiment une coopération dans ce domaine pour que nous puissions travailler ensemble. Moi, j'y vois un avantage et je vais laisser la parole à Didier. Mais comme ces criminels changent d'État, en plus, le droit n'est pas forcément toujours le même. Et le fait d'avoir, en matière de police technique et scientifique, des méthodes analogues, je crois que ça garantit beaucoup la procédure. Didier. Oui, tout à fait. Je suis entièrement d'accord avec ce que vous dites. En effet, aujourd'hui, de toute façon, il y a des normes internationales qui sont reconnues, qui sont appliquées partout dans le monde, avec par exemple des racines communes sur les indices qu'on retrouve, et tous les pays du monde travaillent de la même façon. Donc ça, c'est effectivement un point positif. Pour conclure un petit peu, on n'a pas souligné qu'actuellement, nous avons 6 gendarmes sénégalais en formation chez nous. Donc c'est un gage de confiance aussi de ces pays-là, parce que c'est quand même 6 gendarmes sénégalais qui sont en formation pendant 1 an chez nous. Oui. Donc pendant 1 an, ils sont pas productifs dans leurs unités. Donc c'est quand même un gage de confiance de ces pays. Et puis en ce qui concerne le Cameroun, normalement, je pense courant février, mars, on devrait rencontrer les autorités du pays pour avoir un partenariat sur la longue durée avec le Cameroun. Ce sont des formations longues et courtes? On a des formations qui vont de quelques jours jusqu'à 1 an. Donc après, c'est en fonction des thématiques, on adapte. Merci. Monsieur le Président, en conclusion générale, un petit mot.
Donc, je vais juste rappeler quand même que Whiteint intervient en Afrique, mais dans un domaine relativement large de produits d'aide à l'enquête. Donc, et dans toute cette chaîne de valeur, bien sûr, on va jusqu'aux scènes de crime et à la police technique scientifique, mais on passe aussi avant par des outils comme la géolocalisation des téléphones mobiles, par exemple, en temps réel, par l'extraction de données numériques sur des supports magnétiques, sur l'analyse des factures détaillées des téléphones et d'autres produits, évidemment. Donc, globalement, ces outils d'aide à l'enquête, on intervient sur toute la chaîne de valeur du conseil, de la réalisation et de la formation. Voilà ce que je peux Donc dire c'est un aujourd'hui. accompagnement permanent. Permanent et évidemment avec aussi beaucoup de formation continue. Oui. Parce que ces produits évoluent dans le temps assez rapidement avec des nouvelles fonctionnalités puisque nos fonctionnalités des produits, on les fait en co-construction avec l'enquêteur. C'est lui qui nous demande de nouvelles fonctionnalités. C'est pour ça que ces produits collent parfaitement à leurs besoins et sont relativement efficients dans les enquêtes. Mais bien sûr, ces produits évoluent et la formation continue est primordiale. Oui, Didier. Je voudrais juste compléter un petit peu ce que vient de dire Jacques. Notamment, on est l'une peut-être aujourd'hui des rares sociétés au monde à proposer des laboratoires de police technique et scientifique clés en main sur l'ensemble de la chaîne criminalistique. Et ça, c'est quand même quelque chose de rare, donc il faut le souligner, quoi. Eh bien, Didier, vous venez de mettre le doigt sur quelque chose de très important. Et j'ai envie de dire, le rideau va tomber, mais ce n'est pas grave parce que demain, justement, nous verrons les laboratoires ici sur le stand de Whiteint à 11h. Eh bien, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à venir nous voir. On vous en dira un peu plus sur les laboratoires. Merci.